Dans le cadre des dharmas d'été, sur les origines des mantras secrets, donc à tous ceux qui suivent ces enseignements en ligne, les communautés monastiques, hommes et femmes, ainsi que les grands érudits qui détiennent les enseignements, ainsi que tous les maîtres et disciples, ainsi que tous ceux qui sont dotés de foi envers les enseignements, tous les amis du Dharma, à vous tous, je vous adresse mes salutations empreintes de souhaits de bon augure. Donc, aujourd'hui, on continue simplement le cycle d'enseignement qui a été développé l'année dernière. Alors l'année dernière, le cycle a été un peu interrompu, notamment lié au fait que sa sainteté le Dalai Lama donc est sorti d'Inde et lors du retour de son voyage s'est posé en Europe avant de rentrer en Inde. Et à ce moment-là, du fait que j'ai dû le rencontrer, eh bien, on n'a pu faire que 8 sessions d'enseignement et par la suite, les enseignements ont été interrompus. Et donc là, on va reprendre où on en était l'année dernière. Alors où est-ce qu'on en était? On était arrivé sur la base, les 10 bases inacceptables, ou les 10 points inacceptables. Alors, auparavant, on avait parlé du bouddhisme originel, on a évoqué le parinirvana du Bouddha, donc on avait décrit comment les enseignements du Bouddha s'est développé à cette époque, du bouddhisme originel. Donc, principalement, depuis la venue du Bouddha dans ce monde, jusqu'à son parinirvana, on avait abordé tout cela. Et puis ensuite également, on avait évoqué comment était la société indienne, le royaume indien à cette époque. Et également donc, comment les moines vivaient à cette époque. On a également décrit, après le parinirvana du Bouddha, ce qu'on appelle les héritiers des enseignements. Ceux qui avaient la responsabilité de porter les enseignements du Bouddha suivant la lignée de maître à disciple. Donc là, on avait évoqué également ces premiers héritiers. Et à ce moment-là, après le parinirvana du Bouddha, on avait évoqué comment la société indienne ainsi que le développement de la communauté monastique, comment tout ça s'était agencé. Donc, ce sont des points que nous avons abordés. On a aussi abordé le premier conseil, n'est-ce pas? Alors, le premier conseil, donc c'était après le parinirvana du Bouddha. Donc tout ce qu'avait enseigné le Bouddha au travers de la corbeille des sutras et le Vinaya. Donc même si globalement on parle des 3 corbeilles des enseignements du Bouddha, une grande partie des experts conviennent que lors du premier conseil, c'était principalement les 2 premières corbeilles, la corbeille des sutras et la corbeille de la discipline monastique, le Vinayak. Principalement ces 2 premières corbeilles qui ont été compilées lors du premier conseil. Et
Donc on avait raconté, après le parinirvana du Bouddha, comment donc petit à petit les choses ont évolué, comment la société rapidement changeait, les conditions sociales, etc. Également comment la communauté monastique et les enseignements du Bouddha se développaient. Et avec ce développement, comment eh bien, des accords, des différences de point de vue ont apparu. Et toutes ces divergences, au final, elles vont donner lieu à la division en deux écoles du bouddhisme. C'est-à-dire la communauté, la grande communauté monastique va se scinder. On parle donc de l'époque des écoles. Cette époque des écoles qui se caractérise par donc le fait que deux écoles se distinguent. Eh bien, à partir de ce moment-là, donc cela met fin à l'époque du bouddhisme originel. Et puis également, donc vient avec cette époque de division le deuxième conseil. Et donc là, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qui mène à ce deuxième conseil. euh, Donc l'origine de cette division ainsi que l'origine de ce deuxième conseil, il y a au centre donc ces fameux 10 bases inacceptables ou ces 10 points inacceptables. Donc il y a deux points dessus. Il y a beaucoup d'experts qui disent que ce qui a produit la division en deux écoles, ce n'est pas ces 10 points inacceptables. Ces 10 points inacceptables ont d'une certaine façon servi de catalyseur, de cause, mais ce n'est pas ces 10 points inacceptables qui ont causé la séparation. En fait, donc certains conviennent que en fait, c'est les 5 points du moine Mahadeva qui causent la division et non donc ces 10 points inacceptables. Donc, mais cependant, même si ces 10 points inacceptables n'est pas la raison de la division en deux écoles du bouddhisme originel, donc la fin du bouddhisme originel, c'est un peu comme la cause. Donc beaucoup se mettent d'accord sur le fait que ces 10 points inacceptables sont un peu comme à l'origine de cette scission de la communauté monastique qui va donc donner suite à l'époque du bouddhisme originel, cette époque des écoles. Et donc, donc certains, là il y a des discussions dessus, certains disent que non, c'est vraiment ces 10 points inacceptables qui constituent la séparation des écoles du bouddhisme, la première division. Mais donc, quelles que soient les différences de point de vue, on voit que ces 10 points inacceptables sont importants. Donc pour évoquer ces 10 points inacceptables, on va traiter en 4 étapes. La première, le contexte. Le deuxième, ce qui cause l'incident. Ensuite, le troisième point, c'est le deuxième conseil. Et puis le quatrième point, c'est un peu donc qu'est-ce qui résulte du deuxième conseil concernant ces 10 points inacceptables. Donc on va traiter le thème de ces 10 points inacceptables au travers de ces 4 aspects. Premier aspect étant le contexte. Alors, dans la plupart des écrits bouddhistes de nos jours,
Donc la raison du deuxième conseil, par rapport... Donc on dit que la raison centrale du deuxième conseil, c'était le fait de débattre sur est-ce qu'il était acceptable que les moines reçoivent en offrande de l'or et de l'argent. De l'or ou de l'argent. Et on dit que donc c'est ce débat qui est à l'origine du deuxième conseil. Après le parinirvana du Bouddha, donc comme on a évoqué, la communauté monastique continue à se développer dans les régions, et notamment dans les régions autour du fleuve Yamuna. Et donc il y a notamment autour de la cité de Mathura, vers le Gange. Donc la cité de Mathura devient un lieu important du bouddhisme de l'Ouest, dans la région de l'Ouest, Mathura. Donc c'est vraiment, ça devient un peu comme un lieu très important du bouddhisme. Mais aussi, dans l'hindouisme, dans la religion hindouiste, Mathura, c'est un lieu très important, c'est le lieu de naissance de Krishna. Donc c'est un lieu qui est considéré comme sacré pour les hindous. Donc Mathura est également un site sacré pour les hindous. Mais à cette époque, donc malgré cela, il y a eu, c'est donc au cours d'une époque après le parinirvana du Bouddha où vraiment le bouddhisme a fleuri dans cette région, autour de la cité de Mathura. Quand bien même c'était une ville particulièrement sacrée de l'hindouisme. Et notamment, autour de cette cité, la tradition Sarvastivada du bouddhisme s'est très développée. Et on avait évoqué aussi qu'il y a des récits comme quoi le noble Katyayana s'est rendu à Mathura, a voyagé jusqu'à Mathura et y a enseigné le dharma là-bas. Ceci dit, dans les sutras, il n'y a aucune mention comme quoi le Bouddha lui-même s'est rendu à cet endroit. Et de ce fait, on peut penser que probablement le Bouddha ne s'est pas rendu à Mathura. D'une façon générale, à l'ouest de l'Inde, il y avait aux alentours du Gange, c'était une région où le brahmanisme était très développé. Et la société était également plus conservative. À l'opposé, à l'est, dans les régions de l'est, vers la bouche du Gange, donc la communauté bouddhisme était tournée vers les pratiques shramana. Donc shramana, le terme évoque le fait de... donc on parle de... C'est un terme qu'on utilise notamment pour parler de pratiquants qui développent une forme d'austérité, qui adoptent une vie de célibat, qui se mettent en retrait de la société pour pratiquer les enseignements. Donc dans la région de l'Est, il y a donc ces shramana, donc pour parler d'une lignée de pratiquants bouddhistes qui est très développée.
Et donc dans cette région où non seulement où la société se développe aussi, pas seulement la communauté bouddhiste, et là donc dans cette région de l'Est, les gens ont l'esprit beaucoup plus ouvert, sont plus vers donc sont plus ouverts, moins conservateurs, plus tournés vers le développement. Et donc de ce fait, il y a vient cette différence entre le conservatisme de l'Ouest et la libre pensée de l'Est. Donc les bouddhistes dans les régions de l'Est avaient une attitude plus libre, un esprit plus ouvert. Mais également, donc, dans ces régions-là, le bouddhisme s'était beaucoup développé. Et en fait, de ce contraste vient amène donc des différences de vue qui portent notamment sur le Vinaya, le code ou la discipline monastique. Si bien que 100 ans, entre 100 et 200 ans après le parinirvana du Bouddha, il y a vraiment donc un contraste fort entre la façon dont le Vinaya est préservé dans les communautés de l'Ouest et dans les communautés de l'Est. Et notamment lorsqu'on parle de la communauté autour de Vesali. Et notamment donc, les moines qui viennent de la lignée de Biji donc ils ont un peu d'une certaine façon une conduite très libre par rapport au code monastique et notamment eux ce qu'on appelle les 10 points inacceptables, ils les ont rendus acceptables d'une certaine façon. Donc là un contraste entre donc la conduite des moines les moines de l'Ouest qui sont conservateurs et à l'Est qui ont l'esprit très ouvert et qui en fait assouplissent beaucoup les règles monastiques. Et bien sûr, donc, comme on a évoqué, les moines des régions de l'Ouest qui sont beaucoup plus conservateurs, ça les choque que ceux de l'Est prennent autant de liberté par rapport à la conduite monastique enseignée par le Bouddha même. Et notamment, le premier à constater cela, c'est l'ancêtre Yasha. Donc c'est le premier donc à constater l'infraction de ces 10 points inacceptables. Lorsqu'il se rend donc Yasha, c'est un moine ancien des régions de l'Ouest, donc c'est un moine de la tradition conservateur. Son nom c'est Yaksha Kalendrakaputras, donc le fils de Kalendras. Et donc son nom raccourci c'est Yasha. On l'appelle aussi Yashoda en tibétain. Yashoda, si on le traduit en tibétain, c'est Jarpa. Donc dans les textes en tibétain, comme le Lungchen Tsek, donc le moine Yasha, on l'appelle Neten Jarpa. Mais dans les écrits en langue indienne, on l'appelle Yasha. Son petit nom c'est Yasha. Pour Yasha Kalendrakaputras. Et Yasha, l'ancêtre, c'est un ancien. Donc si dans le Vinaya de la tradition Sarvastivada, il est décrit comme étant disciple d'Ananda, qui était à l'origine né d'une caste brahmane,
et qui par la suite, donc par la suite devient non seulement un érudit des enseignements du Bouddha, mais il réalise également l'état d'Arhat. Ce qui fait que il était devenu un moine très influent dans les régions de l'Est, de l'Ouest. On l'a- il était, donc, lorsqu'on parle de l'ancêtre, ça veut dire que c'était vraiment un moine qui était expérimenté, qui avait de la réalisation, non seulement pas que de la connaissance, qui avait beaucoup de connaissances et beaucoup d'expérience de réalisation. Alors, on va aborder le deuxième point qui est donc l'incident. Et l'incident vient et est écrit de cette façon. Donc, l'ancêtre, le moine Yasha, il a l'opportunité de voyager jusqu'à Vaishali, donc qui se trouve à l'est. Et là, il voit que lors de certains jours du calendrier lunaire, le 8e, le 14e, le jour de pleine lune, il voit des moines qui vont aller dans des zones où il y a beaucoup de rassemblements, beaucoup de monde qui se rassemble, avec leur bol d'aumône rempli d'eau. Et ils vont dans ces endroits très affairés pour mendier de l'or ou de l'argent. Et dans la foule, certaines personnes critiquent ces moines. Donc certains, en disant comment se fait que ces moines viennent mendier de l'or et de l'argent. Mais certains, ça ne les choquait pas. Donc parmi la foule qu'il y avait, où ces moines, avec ces bols d'aumône remplis d'eau, venaient mendier de l'or et de l'argent, certains étaient choqués, d'autres non. Et notamment, donc pourquoi certains n'étaient pas choqués? Parce que donc dans cette ville, économiquement, la société était très développée et donc les gens un peu aisés troquaient ou échangeaient de façon presque normale de l'or et de l'or ou de l'argent. Donc c'est comme de nos jours où il est commun de payer ou de régler les affaires avec de l'argent liquide. Et donc, par conséquent, faire des offrandes d'argent liquide ne nous choque pas. Donc, à cette époque-là, donc comme l'économie se développait et qu'il y avait une certaine abondance, donc pour certaines personnes, ce n'était pas choquant de faire offrande d'or ou d'argent. Mais néanmoins, ça restait choquant pour certains parce que ce n'est pas du tout la façon de faire. C'était donc une nouvelle pratique qui se mettait en place, puisque à l'origine, le Bouddha avait prescrit ça. Les moines ne mendiaient pas de l'or ou de l'argent. Ils ne mendiaient que de la nourriture, certains tissus pour se vêtir. Et donc en dehors de cela, il n'y avait aucune pratique pour les moines de mendier de l'or ou de l'argent. Donc là, c'était quelque chose de nouveau qui commençait à se mettre en place, qui choquait certains, pas d'autres. Donc à l'époque, la question se posait, nous, par exemple, nous de nos jours, lorsqu'on a tellement une habitude, par exemple, de manipuler de l'argent liquide que les gens se posent même pas la question de savoir si c'est approprié ou pas approprié de donner de l'argent à des moines. Mais à cette époque, donc là, les choses commençaient à se mettre en place. Certains, ça choquait, pour d'autres non. Et lorsque l'ancêtre Yasha
voit ça à... euh, donc en résumé, lorsqu'il voit ça, il recadre. Je résume, il y a pas, je vais pas citer les sources, etc. Euh, mais là, donc, là, il recadre. Il dit à ses moines, vous ne pouvez pas mendier de l'or ou de l'argent, ça ne se fait pas, ce n'est pas une bonne chose. Si on mendie des choses qu'on ne peut pas mendier, qui n'est pas approprié à être mendié, eh bien, dans la mesure où c'est inacceptable, eh bien, la faute en vient aussi bien aux moines qui mendient ces choses que les bienfaiteurs qui donnent cela. Donc, c'est négatif à la fois pour le moine qui mendie l'or ou l'argent que pour les bienfaiteurs qui donnent cela. Et il insiste en disant qu'il a entendu cela de la bouche du Bouddha même. Et donc non seulement il recadre ces moines qui mendient de l'or et de l'argent, mais également dans la foule, il exhorte les laïcs de ne pas donner de l'or ou de l'argent. Ce genre d'offrande est inacceptable, elle est inappropriée et elle cause aussi bien du tort à celui qui donne que à celui qui reçoit. Quoi qu'il en soit, donc l'ancêtre Yasha, il est très strict dessus en disant que c'est l'instruction qui vient du Bouddha même, qui va à l'encontre, non seulement à l'encontre des codes monastiques, de la discipline monastique, mais donc l'instruction, il l'a entendue de la bouche du Bouddha même. Et il insiste en disant que le Bouddha n'a pas donné d'exception ou de permission pour un moine de recevoir de l'or ou de l'argent. Et donc ainsi, donc il est très strict, vraiment, publiquement, il insiste, il recadre ses moines, non seulement ses moines, mais en public. Hein. Et là, également, beaucoup de gens dans le public, entendant ça, lui fait des louanges, ils sont d'accord avec ce que... donc, avec sa façon d'enseigner, son éloquence, la rigueur de son argumentation. Mais donc, ceci dit, lorsque les moines de cette région, les moines en entendant ça, en apprenant cela, ils sont pas contents. Ils disent comment ça, nous sommes des disciples, nous revendiquons disciples du Bouddha Shakyamuni. Nous sommes de la lignée, nous sommes comme les fils spirituels du Bouddha Shakyamuni. Donc comment cet ancêtre Yasha peut ainsi nous insulter? Et il dit à Yasha, donc ces moines, ces grands moines, tu as insulté la sangha du Bouddha Shakyamuni et par conséquent c'est également une faute, c'est une transgression dans les règles monastiques et par conséquent tu dois te confesser, tu dois reconnaître ton erreur devant nous. Donc là, l'incident se produit de cette façon. Donc ces moines de Vaisali, donc d'une certaine façon, ils se sentent blessés du fait que Yasha ainsi les recadre ces moines en public. Et il dit en fait, en disant que sa façon de procéder eh bien, est insultante pour la sangha de Vaisili et que par conséquent le moine Yasha devait se confesser publiquement.
Mais là, Yasha n'entend pas les choses de cette façon. Il dit, je n'ai fait aucune faute. Et donc, il les ignore complètement. Et avec ses pouvoirs magiques, il quitte l'endroit en s'envolant dans le ciel. Donc, on aborde le point suivant qui porte sur le rassemblement de la Sangha, donc, qui mène à à ce fameux deuxième conseil. Alors, dans un premier temps, donc, Yasha quitte ses moines de Vassali avec cet incident. Lui, il est choqué par leur conduite les moines de Vassali, eux, sont blessés du fait que Yasha, en fait, les méprise de cette façon. Mais par la suite, les deux parties en fait conviennent de se rassembler pour discuter, pour trancher sur différents points. Et donc l'ancêtre Yasha accepte et lorsque il revient dans la région conservatrice de l'Ouest, donc il prépare ce conseil. Il va aller il va demander l'aide d'autres anciens de moines. Et il y a notamment Rewata. Il arrive à convaincre l'ancêtre Rewata ainsi que Sambuta de la région de Mathura. Donc, en résumé, sur ce point principal, ce point central du fait que les moines puissent recevoir de l'or ou de l'argent en offrande, donc les parties, les communautés monastiques de l'Est et de l'Ouest s'accordent à se rencontrer, à discuter. Alors donc à ce sujet, dans les textes concernant ces 10 points inacceptables ou ces 10 bases inacceptables, suivant les différentes sources, donc les interlocuteurs sont différents. Par exemple, dans une source, c'est Rewata qui va demander, poser les questions. Alors que par exemple dans les Vinayas de Sarvastivada, c'est Yasha lui-même qui pose les questions, etc. Ensuite, par exemple, lorsqu'on regarde les sources en Pali également, dans les récits, donc il y a quelques différences mineures sur qui intervient dans les questions-réponses, mais en dehors de ces différences sur les interlocuteurs, en résumé, en dehors de ces différences mineures, donc dans les grandes lignes, donc ces différents textes disent que les moines que sont discutés donc les 10 points inacceptables discutent en fait donc de 10 points inacceptables que les moines de la région de l'Est ont rendu acceptables. Donc, en résumé, l'ancêtre Yasha rassemble Patriputra, Pane, et aussi Aventi,
ainsi que donc on appelle, donc ils rassemblent on utilise le terme d'ancêtres, mais certains textes disent que donc ces ancêtres sont en fait des arahates. Bref, l'ancêtre Yasha prépare ce conseil. Il ramène vraiment donc les grands ancêtres qui font autorité dans ces régions conservatrices. Et donc tous se rendent dans les régions de l'Est pour pouvoir avoir cette discussion. En fait, les deux côtés préparent. Les deux parties, la communauté de l'Est et la communauté de l'Ouest sont d'accord pour se rencontrer et discuter. Et les deux parties également se préparent. Donc chacun rassemble les moines ancêtres qui sont qui font autorité pour pouvoir avoir cette discussion, ce conseil. Et là, en fait, lorsque ce conseil a lieu, on raconte qu'il y a environ 700 ancêtres, donc 700 moines vraiment qui font autorité. Donc au total, on parle de plus de 20 000 membres de la communauté monastique pour ce conseil. Le conseil a eu lieu à Amrapali, à Vaishali, donc un jardin ou un parc plutôt de Vaishali. Et là, donc il n'y a pas besoin de dire que avec autant de personnes, comment mener une discussion où chacun puisse intervenir en posant des questions ou en répondant. Vous vous rendez compte, plus de 700. Il y a trop de monde. Et donc au final, ils se mettent d'accord, les deux parties se mettent d'accord pour que qu'il y ait des représentants de tous ces 700 anciens moines qui font autorité. Donc chaque côté choisit vraiment 4 ancêtres. On peut parler d'Arat. Donc chacun des deux parties en choisit 4 pour représenter donc tous les autres. Alors les noms de ces 8 ancêtres, donc il y a différentes façons de les nommer suivant les sources, mais on peut dire globalement on peut les appeler comme ça. Donc il y a par exemple en pali, en tibétain ou en sanskrit, les noms varient un peu, mais on peut facilement les reconnaître. Donc il y a Saragarmin ou Sabakamin, ensuite il y a Revata, il y a Sambhuta, il y a Yasha Kakadaka, Sumada, il y a Nyuden, Wasawagami. Donc 8 noms qui sont donc en dehors de certaines façons donc ils sont bien identifiés. Donc ils sont vraiment donc les très érudits qui font vraiment autorité. Et là, il y a en plus Ajita ou Ajidas. Alors lui, sa particularité. Donc, au final, on se retrouve dans ce conseil avec 9 arahats. Donc, ça se procède comme ça parce qu'il était impossible d'avoir une réunion constructive avec 700 anciens ou 700 arahats. Donc, les deux parties ont convenu de résumer ou d'avoir chacun 4 représentants avec donc un en plus. Donc, au final, le conseil a lieu principalement autour donc de ces 9 figures. 9 figures donc qui représentent tout le reste des deux communautés.
Et là, comme on a évoqué, donc il y a différents points qui sont abordés. Mais vraiment, le point principal porte sur le fait d'accepter, qu'un moine puisse accepter ou non de l'or et de l'argent. Et ensuite, donc principalement ce point sur les offrandes d'or et d'argent, mais également vient donc les 10 points dits inacceptables. Alors si on aborde ces 10 points dits inacceptables, c'est compliqué. Alors pourquoi? C'est compliqué parce que suivant les sources, hein, il y a certaines divergences. Donc si on va rentrer dans le détail, c'est compliqué. Donc suivant les sources, mais c'est important de présenter déjà ces 10 points qui sont dits inacceptables. Alors sur le tableau, qu'est-ce qui est dit? Alors le premier point, ça porte sur le fait de pouvoir utiliser le sel, de contenir le sel comme dans une corne. Donc de pouvoir ainsi transporter sur soi du sel pour consommer. En fait, à l'origine, les moines, la tradition pour les moines, c'était lorsqu'ils mendiaient de la nourriture, c'était de consommer ce qu'ils recevaient en offrande le jour même, de ne pas, donc on ne gardait pas quelque chose d'un jour à l'autre. Et là, donc le point portait sur ça, le fait de pouvoir garder une réserve de sel. Alors ensuite, la deuxième porte sur la légitimité concernant la mesure du temps pour définir le moment de l'après-midi. Donc, par exemple, si quelqu'un reçoit des offrandes, un moine reçoit des offrandes le matin et qu'il a encore faim, donc il y a la question porte, est-ce que par rapport à la règle, elle porte de 2 doigts. C'est une façon de mesurer l'ombre du soleil avec 2 doigts. Donc suivant l'ombre de ces 2 doigts, ça indique le temps jusqu'à quand on peut être autorisé à manger de la nourriture. Et donc ça, c'est un point de discussion. Concernant donc la limite de l'après-midi à partir du moment où le moine n'est plus autorisé à manger. Donc à l'époque, la mesure était faite approximativement avec l'ombre du soleil. Donc il y avait cette règle avec les 2 doigts. Alors ensuite, le troisième point, ça porte sur le fait de pouvoir manger dans un autre endroit. Par exemple, on reçoit des offrandes de nourriture dans un village, ensuite on se rend dans un autre village, et si on reçoit d'autres offrandes, on peut les consommer. Donc c'est la troisième règle. Ensuite, la quatrième porte sur le fait que des moines qui se trouvent en retraite dans un même lieu, donc lorsque des moines ont délimité un lieu pour oui. Donc par exemple, dans une région de 19 à peu près, donc parce que c'était pas le même système de mesure, mais à peu près de 18 km,
Euh, donc les moines qui étaient identifiés comme étant dans un même endroit, mais qui étaient relativement grands. Donc il y avait donc c'est vrai que dans cette même localisation, tous les moines ne seraient pas obligés de se rassembler pour faire les pratiques de Sojong. Donc là, donc là, la question au départ ne se posait pas. Ça faisait partie donc des pratiques du moine, donc les obligations du moine de faire les rituels de Sojong. Alors ensuite, donc, suivant donc, les conditions des rassemblements, notamment dans des grands rassemblements, donc pour certains, ça a dû être compliqué. Et donc est venue un peu cette liberté. Ensuite, le cinquième point, c'est sur le fait d'avoir l'autorisation par l'autorisation par la réjouissance, en fait, donc de s'abstraire de certains rituels comme les pratiques liées aux retraites d'été, etc. Donc là également, les quatrième point et cinquième point sont très proches puisque elles portent sur le fait de s'extraire de l'obligation de certains rituels comme Sojong. Donc on est au sixième point. Donc ça porte sur l'habitude. Donc les abbés ou les instructeurs, les maîtres, donc à quel point ils peuvent, suivant leur habitude, donc donner certaines autorisations donc qui donnent donc à leurs disciples une certaine liberté. Alors ensuite, le septième point, il n'est pas très clair, mais ça porte sur le fait de pouvoir boire du lait qui n'a pas été battu. Enfin, le point n'est pas clair. Le huitième point porte sur l'autorisation de boire un certain boisson de noix de coco qui est un peu comme semi-fermenté, qui n'est pas de l'alcool, mais qui est un peu fermenté tout de même. Et donc, est-ce qu'il est autorisé de boire donc c'est cette boisson fermentée de noix de coco? Ensuite, donc, vient une règle qui porte sur le dingwa, le tissu que les moines utilisent pour s'asseoir. Et le dixième point porte sur le fait de recevoir en offrande de l'or ou de l'argent. Voilà les 10 points. Donc là, on a suivi une référence. Et par exemple, si on regarde le Lung Chensek, la façon dont c'est décrit, c'est un peu différent. Donc là, tout est donc par exemple, le premier point, c'est le fait de pouvoir donner une autorisation, un consentement avec le alala, en disant alala. Donc cette règle dans les textes dans le texte tibétain, donc il y a donc le Lung Chensek, il existe aussi en indien.
Et donc là, c'est ce qui est écrit dans le texte indien. Lorsque un- un- donc c'est le fait de dire ah là là, c'est un peu comme de donner un consentement lorsque un moine s'engage dans une action qui est, on va dire, qui n'est pas trop conforme au code monastique. Donc le fait de dire le ah là là, donc c'est pas le fait peu importe le terme qui est utilisé, mais ici l'expression ah là là, c'est pour dire que il y a la possibilité de donner un consentement par rapport à une action qui n'est pas très conforme au dharma. Ensuite, le deuxième point, on parle donc de la réjouissance, l'autorisation par la réjouissance. Donc c'est par exemple, les moines de Vaisali, ils ont rendu des choses inacceptables par le fait qu'il y avait cette autorisation par la réjouissance. Comme par exemple en se disant vénérable, veuillez vous réjouir, et si c'était une façon donc de demander l'autorisation de faire quelque chose qui n'était pas trop dans les codes. Alors donc le troisième point porte sur le fait de pouvoir creuser la terre ou pas. Et le quatrième point, c'est sur le fait, donc comme on a évoqué tout à l'heure, de fait de pouvoir utiliser du sel, de conserver sur soi du sel. Et là, donc notamment, donc pour les moines de Vaisali, pour eux, de garder du sel dans une cante, c'était bon, ça ne posait pas de problème. Vous pouvez l'utiliser comme condiment. Ensuite, le point suivant, donc suivant une distance d'une certaine distance, pas que c'est une demi d'un. Donc c'est à peu près la distance. Donc, donc ça, l'idée c'est de pouvoir consommer de la nourriture à deux endroits différents, comme deux villages différents. Donc c'était une liberté. Ensuite, le sixième point que je veux voir. Donc là également, la description est un peu bizarre. Elle porte donc sur, comme on l'a évoqué tout à l'heure, donc c'est cette fameuse définition du moment de l'après-midi jusqu'où on peut manger, et notamment cette fameuse règle des deux doigts qui est utilisée pour jauger l'ombre du soleil et déterminer le moment où on peut encore manger avant l'après-midi. Alors, ensuite, donc cette règle, donc ici, la description est un peu différente de ce qu'on avait donné tout à l'heure. Mais là, globalement, ici, c'est le fait de... jusqu'à quand, au travers des techniques de l'époque, donc il n'y avait pas de montre, on pouvait
on était autorisé à manger de la nourriture. Donc avant l'après-midi. Le septième point. Donc ça porte sur le fait de pouvoir boire, pour un moine malade, de boire une boisson alcoolisée. Donc là, c'est une autorisation ou une exception qui est une autorisation pour les moines qui sont malades. Donc dans une version, on dit que le fait de boire de l'alcool qui est mélangé avec de l'eau, pour un moine qui est malade, c'est quelque chose qui serait autorisé en raison de sa maladie. Alors que dans l'autre texte, on parle donc de la façon, donc comme avec une paille, comme un insecte en fait collecterait sur une fleur de lotus. Donc ça veut dire donc vraiment comme vraiment donc pas boire vraiment, mais comme avec une paille, prendre une petite quantité d'alcool. Donc il y a une légère différence dans la description de cet inacceptable, le septième. Alors dans le huitième point, ça porte sur le fait de boire du lait. Boire du lait qui serait dilué ou pas, notamment donc du lait ou comme un yaourt, un lait qui est très riche. Donc en dehors donc l'après-midi, en dehors des heures de repas, est-ce que ça peut être autorisé ou pas? Donc ça porte là-dessus. Alors ensuite, le neuvième point porte sur le dingwa, qui est le tissu utilisé pour s'asseoir. Donc il y a cette fameuse règle pour enlaidir un dingwa nouveau, de coller dessus un bout du dingwa qui est ancien. Et donc là, ce neuvième point, donc ce neuvième inacceptable, c'est un peu comme une façon d'un peu assouplir cette règle. Pour un moine qui souhaiterait donc se confectionner un nouveau tissu sur lequel s'asseoir, un nouveau dingwa. Et donc la dernière porte sur cette règle de mendier de l'or ou de l'argent. Donc notamment, comme on avait évoqué, les moines de Vaisali, donc ils ornaient leur bol d'aumône, qui à l'origine est utilisé pour mendier de la nourriture, avec de l'eau, de l'eau parfumée, etc. Et donc ces moines vont se balader dans différentes régions et en disant que toutes les offrandes qui sont faites dans ce bol orné, parfumé, eh bien c'est une immense accumulation de mérite. Et donc il dit ça, c'est grand bénéfique pour vous si quoi que vous mettez dans ce bol d'aumône, eh bien ça vous apporte de grands mérites. Donc c'est pas que la nourriture, mais ça peut être de l'or, des richesses matérielles, des bijoux, etc. Et là, donc, explicitement, il enfreint la règle qu'avait établie le Bouddha, qu'un moine ne peut pas demander en offrande, ne peut même pas toucher de l'or ou de l'argent.
Donc, notamment dans la corbeille du Vinaya, il y a différents textes compilés. Mais donc, les textes de référence, on évoque ces 10 points inacceptables ou ces 10 bases inacceptables. Donc, il y a, la façon dont elles sont formulées peut varier d'un texte de référence à un autre, mais c'est vraiment donc un sujet qui est central, ces 10 bases inacceptables ou ces 10 points inacceptables. Je pense que pour aujourd'hui, ça va suffire. On va en rester là. Merci.